Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Librez votre cerveau. Par Idrissa Berkane, lu par Julia Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Préface de Serge Tisseron. Depuis que nous savons que de nouveaux neurones naissent chaque jour dans notre cerveau, les livres qui vantent les mérites des neurosciences semblent suivre le même rythme dans les bacs des libraires. Mais celui d'Idrissa Berkane se distingue des autres. C'est moins un essai qu'un manifeste. Un manifeste qui nous invite à faire d'un certain passé, table rase, pour prendre le parti du cerveau. Des divers fils rouges autour desquels sa pensée s'organise, j'en ai retenu 3. Le premier est l'économie de la connaissance. Alors que les flux financiers enrichissent certains et en appauvrissent d'autres, les flux de connaissances profitent à tout le monde. Le meilleur exemple en est cette monnaie introduite en Inde qui ne permet à son possesseur qu'une seule chose, payer quelqu'un qui lui donne des cours dans la matière de son choix. De telle façon que celui qui reçoit cet argent ne peut l'utiliser lui-même à rien d'autre qu'à obtenir à son tour un enseignement, et ainsi de suite depuis les personnes les moins éduquées jusqu'aux personnes qui le sont le plus. Chacun s'enrichit en outre non seulement des connaissances qui lui sont dispensées, mais aussi de celles qu'il donne, puisque l'effort d'expliquer bénéficie à celui qui le fait autant qu'à celui qui l'écoute. Ainsi s'établit une chaîne ininterrompue de transmission vertueuse. Le second fil rouge qui traverse l'ouvrage d'Idrissa Berkane est l'empan. Ce mot désigne, rappelons-le, la distance qui sépare l'extrémité du pouce de celle du petit doigt lorsque notre main est ouverte. Cette distance a été proposée à la Renaissance pour être une mesure à partir de laquelle construire un monde habitable par l'homme, c'est-à-dire un monde dont il puisse se saisir. D'autres empans, autrement dit d'autres mesures de référence, ont été proposées dans l'histoire, par les religions monothéistes d'abord et, après la Renaissance, par la philosophie des Lumières avec l'émergence de l'idée de démocratie. Chacune de ces approches a proposé, avec plus ou moins d'efficacité, un modèle du bonheur et de la liberté. Aujourd'hui, les travaux de neurosciences nous confrontent à une nouvelle forme d'empan, l'ouverture possible de notre cerveau et la façon dont il peut se saisir d'objets cognitifs à condition que ceux-ci soient présentés d'une certaine façon, exactement comme notre main ne peut se saisir d'un objet que s'il lui est présenté de manière correcte, on dit aujourd'hui ergonomique. L'empan de notre cerveau définit, par exemple, les conditions favorables à la mémorisation, les angles d'approche qui peuvent permettre de s'emparer d'un nouvel objet d'étude, etc. De la même façon que les dimensions du corps humain ont été érigées, à la Renaissance, en repères pour la construction des bâtiments, ce que nous savons aujourd'hui du cerveau devrait constituer les repères de la construction d'organisations adaptées à l'être humain, à commencer par celle dont la vocation est la diffusion des connaissances. Enfin, un troisième jalon posé par Idrissa Berkane concerne l'importance de l'hyper-individualité qu'il évoque sous le nom d'ego. Bien que je préfère penser l'accomplissement de l'hyper-individualité en termes de « désir » plutôt que d'ego, je le rejoins sur sa conclusion. Il n'y a pas d'ego excessif, il n'y a que des égos qui savent se mettre au service de leur projet et d'autres qui mettent leur projet à leur propre service. Le développement de l'ego n'entraîne pas forcément le déni de l'alter-ego. L'hyper-individualité n'implique pas obligatoirement l'hyper-individualisme, et deux individualités fortes sont susceptibles de s'enrichir mutuellement. Autrement dit, les projets qui nous tiennent le plus à cœur sont ceux qui nous permettent à la fois de nous épanouir et de nous rendre utiles au monde, à condition toutefois que nous ne fassions pas passer la réussite sociale du projet et les bénéfices secondaires que nous pouvons en retirer avant le bonheur qu'il y a à le mener. Un projet est comme un enfant que l'on aide à grandir, à s'épanouir et à se socialiser. De la même façon que les bons parents ne sont pas ceux qui s'attribuent les mérites de leur progéniture mais se réjouissent de leur succès, Idrissa Berkane invite les créateurs de projets à ne pas s'attribuer à eux seuls tous les mérites de leur réussite. Est-ce au passage un plaidoyer pour l'open source ? Je suis tenté de le voir ainsi. Ces 3 fils rouges, il y en a d'autres que le lecteur découvrira, permettent à Idrissa Berkane de tisser un ouvrage qui n'est jamais ennuyeux, d'autant plus qu'il est doté d'un remarquable sens pédagogique. Ces comparaisons sont toujours éclairantes, comme lorsqu'il évoque le gavage des oies pour dénoncer celui des enfants par l'institution scolaire. De la même façon que les malheureux volatiles développent un foie gras, autrement dit une maladie hépatique, le gavage des élèves les mène droit au cerveau gras. L'image ne s'oublie pas. J'avoue avoir parfois retrouvé dans l'enthousiasme d'Idrissa Berkane pour les neurosciences l'équivalent de celui que j'ai moi-même éprouvé jadis pour la psychanalyse, notamment dans le projet de redonner à l'humain sa prééminence sur les organisations.
Hélas, le succès remporté par la psychanalyse l'a parfois transformé en un système total d'explication selon un principe unique, c'est-à-dire en idéologie. Et il s'est avéré que son organisation hiérarchique a eu des conséquences catastrophiques quand l'attrait pour le freudisme a conduit l'université à s'en emparer. Le système ultra-hiérarchisé de l'une a renforcé celui de l'autre, avec des effets ravageurs sur l'ouverture d'esprit, la curiosité et l'impertinence qui avaient marqué les débuts de la psychanalyse. Jusqu'à ce qu'un nombre grandissant de psychanalystes, à l'intérieur d'écoles désignées ou en dehors d'elles, rejoignent la communauté des chercheurs dans l'exigence de fonder les pratiques thérapeutiques sur des preuves et non sur des intuitions. Il était temps. Idriss Aberkane, lui, nous rappelle sans cesse l'importance d'une expérimentation libérée face aux certitudes établies, au conformisme et aux hiérarchies nées des idéologies du passé. L'esprit aliéné est son seul ennemi, et il s'oppose autant au scientisme vengeur de ceux qui rêvent de remplacer un pouvoir médiatique par un autre qu'à ceux qui prétendent faire de la validation scientifique un fonds de commerce lucratif. En rappelant sans cesse que les systèmes humains doivent s'adapter à ce que nous découvrons chaque jour des formidables possibilités humaines, il protège sa démarche de l'un des ingrédients majeurs de l'idéologie, l'allégeance à l'idéal. Les neurosciences questionnent aujourd'hui nos habitudes et nos façons de penser mieux que toute autre discipline, et Idriss Aberkane nous montre que leurs résultats peuvent prétendre poser les bases d'une nouvelle éthique, mais à la condition qu'elles reconnaissent leurs insuffisances. Car notre cerveau sera toujours plus grand que tout ce qu'il peut concevoir. Gardons-nous de construire des théories qui prétendraient rendre compte de tout, parce que le réel n'est pas cohérent, et acceptons de construire des théories avec des portions d'inconnu. Je laisserai le mot de la fin à l'auteur, il faut donner fin, et ne pas avoir honte de cela qui relève de la neuroergonomie la plus élémentaire, connue des humanistes bien avant que le terme « neuroergonomie » fût seulement inventé. N'ayez jamais honte de vous émerveiller et ne croyez jamais que le professionnel, c'est celui qui ne s'émerveille plus. Idriss Aberkane n'a pas seulement ce don, il a aussi celui de nous le faire partager. 1. Libérez votre cerveau. 1. Entrez dans la neuroergonomie, nous n'utilisons pas bien notre cerveau. À l'école, au travail, en politique, nous n'utilisons pas ergonomiquement notre cerveau. Les conséquences de ce mauvais usage sont diverses, mais elles ont en commun le mal-être, la pétrification mentale et l'inefficacité. Cela est particulièrement vrai dans notre économie. Les corrélats nerveux y sont loin d'être optimaux, le cerveau collectif de l'humanité est confiné, parce que le cerveau individuel des humains est confiné. À quoi tient ce confinement? Comment peut-on s'en libérer? La neuroergonomie, c'est l'art de bien utiliser le cerveau humain. De même qu'une chaise est plus ergonomique qu'un tabouret parce qu'elle distribue mieux le poids de son utilisateur, on pourrait distribuer autrement, et plus efficacement, le poids de la connaissance, de l'information et de l'expérience sur notre cerveau. Lorsque nous le faisons, le résultat est à la fois profond et spectaculaire. Quand l'humanité a découvert le levier, la poulie ou la machine à vapeur, le monde en a été transformé. Il en fut de même quand elle se dota de l'écriture, de l'imprimerie, de l'Internet. Quand nous donnons un levier à notre vie physique, le monde se transforme. Quand nous donnons du levier à notre vie mentale, le monde se transforme plus encore, parce que ce ne sont plus les outils mais leurs opérateurs qui changent. Leur perspective, leur compréhension du monde, d'eux-mêmes ou des autres, leur raison d'agir se transforme, parce que leur vie mentale est plus libre. Faire de la neuroergonomie, c'est changer le monde, cerveau après cerveau, et changer la destinée de l'humanité. Faire de la neuroergonomie, c'est libérer la vie mentale des gens. Nous pouvons mieux apprendre, mieux produire, mieux voter, nous pouvons mieux penser, mieux communiquer, mieux comprendre, tout cela en étant plus épanoui, plus heureux, plus productif, et donc plus brillant. Alors, que signifie exactement sortir son cerveau du confinement? Libérer le levier de sa vie mentale, c'est par exemple ce que fait Rudiger Gamm, né en 1971, qui divise des nombres premiers de tête jusqu'à la 60e décimale. C'est encore ce que fit Shakuntala Devi, 1929 à 2013, qui, en 1977, fut capable d'extraire la racine cubique de 188 138 517 plus vite qu'un ordinateur, la racine 23e d'un nombre à 201 chiffres en moins d'une minute, ou qui multiplia de tête et en 28 secondes deux nombres à 13 chiffres. Priyanshi Somani, né en 1998, calcula 10 racines carrées de nombres à 6 chiffres, jusqu'à 8 chiffres après la virgule, en moins de 3 minutes. Alberto Cotto, né en 1970, détient le record mondial de vitesse, 17 secondes, pour une addition de termes à 100 chiffres, soit au moins 6 opérations mentales par seconde.
En 1976, Wim Klein, 1912 à 1986, mit 43 secondes pour calculer la racine 73e d'un nombre à 500 chiffres. Shakuntala Devi ou Rudiger Gam n'ont pas plus de neurones que vous et moi. Ils n'ont pas une grosse aire cérébrale en plus, ni un cerveau plus gros. En revanche, un haltérophile a bien plus de cellules musculaires que la moyenne humaine. Le record du monde actuel d'haltérophilie à l'arraché est détenu par le Géorgien Lashat Alakadze, qui soulève 215 kg. Il mesure 1,97 m pour 157 kg, il a donc beaucoup plus de matière musculaire que la moyenne des gens qui liront ce livre. Quand un athlète de la vie physique s'entraîne, ses muscles grossissent parce qu'ils ne sont pas contenus dans des os. Quand un athlète de la vie mentale s'entraîne, son cerveau ne grossit pas, car il est contenu dans la boîte crânienne. Son volume est essentiellement fixe. Du point de vue de la masse, de la matière, du volume et du nombre de neurones, un athlète du calcul mental comme Rudiger Gam a le même cerveau que tout le monde. Le hardware est le même, mais le système d'exploitation est différent. En d'autres termes, il n'est pas sous Windows. Si les performances de son cerveau sont différentes, il doit cependant y avoir une raison à cela, et si cette raison ne relève pas de la masse ou du nombre de cellules, elle doit relever de l'usage, c'est-à-dire de l'ergonomie. Pas plus de neurones, pas plus d'air, pas de synapses plus rapides. Mais des connexions différentes. En 2001, une équipe française a étudié le cerveau de Rudiger Gam par tomographie à émission de positons, TEP, en le comparant à des calculateurs normaux. La TEP met en relief les aires cérébrales qui consomment plus de glucose durant une tâche donnée. En l'occurrence, il s'agissait du calcul mental. Ce que Pesanti et al. ont découvert, c'est que si Gam utilisait bien des aires communes à lui et aux calculateurs normaux, il en utilisait aussi d'autres. Il s'agissait d'aires, de son cortex ou de son cervelet, que tout le monde possède, mais que la plupart des gens ne sollicitent pas pour effectuer des calculs. On notait en effet chez Gam une activation entorhinale, hippocampique et cérébelleuse. Le cervelet est un excellent calculateur. Physiquement, il est organisé comme un véritable data center. Des rangées de neurones, les cellules de Purkinje, alignées comme dans un cristal, qui prennent part à nos mouvements, à notre équilibre, à l'accélération de nos membres et à notre posture sans même que nous ayons à y penser. Cet organe est doté d'une grande autonomie de fonctionnement, qui est corrélée à sa position anatomique. Il se trouve en retrait du reste du cerveau, s'organise différemment de lui, selon un fonctionnement qui évoque une carte graphique. Si nous savions comment employer son autonomie de calcul, elle serait un levier pour notre vie cérébrale. En bref, le cervelet est un élément essentiel de la coordination de notre vie physique, mais il peut l'être aussi de notre vie mentale, et c'est ce que semblent démontrer les calculateurs prodiges. Que font des gens comme Gam et Klein? Pensez à une grosse bouteille d'eau en verre. Imaginez qu'elle représente un problème mathématique, comme calculer la racine 73e d'un nombre à 500 chiffres de tête. Elle a un certain poids. Ce poids représente la charge cognitive du problème. Imaginez votre main ouverte. Elle représente votre cerveau ou votre vie mentale. Pour résoudre le problème et soulever la bouteille, vous et moi n'utiliserons que notre petit doigt. Du coup, l'exercice sera fastidieux, voire impossible. Gam et Klein, eux, utilisent toutes leurs mains. Ils peuvent soulever la bouteille plus facilement et plus longtemps. Dans cette métaphore, notre petit doigt représente notre mémoire de travail, ou encore le calepin visio-spatial, des modules limités de notre vie mentale, mais que nous sollicitons tous les jours et auxquels nous sommes habitués à recourir en premier pour résoudre une épreuve mentale. Cette mémoire de travail, par exemple, sera à coup sûr saturée en 15 secondes. Pouvez-vous répéter la phrase que vous avez lue il y a 15 secondes? Si notre main représente notre vie mentale, les autres doigts de la main peuvent désigner notre mémoire spatiale, notre mémoire épisodique, notre mémoire procédurale, à laquelle prennent part le cervelet et le cortex moteur. Ces modules sont beaucoup plus puissants, ils peuvent soulever des poids cognitifs plus vite et avec moins d'efforts que le calepin visio-spatial ou la mémoire de travail, celle que nous utilisons, par exemple, pour retenir un numéro de téléphone. Nous avons tous une mémoire épisodique, une mémoire procédurale et une mémoire des lieux, peut-être aussi développée que celle de Wim Klein ou Rudiger Gam, simplement nous ne les sollicitons pas pour faire des calculs mentaux. Nous les utilisons pour savoir où nous avons grandi, mémoire épisodique ou biographique, comment faire un nœud de cravate, mémoire procédurale, où nous avons garé notre voiture, mémoire spatiale ou bien épisodique. Ce qui fait de Klein et Gam des prodiges,
Ce n'est donc pas une quantité de cerveau supplémentaire mais une capacité à l'utiliser ergonomiquement. Leurs performances sont de purs cas de neuroergonomie. Je suis convaincu qu'avec 50 000 heures de pratique, tout de même, tout le monde pourrait atteindre ces performances. Mais tout le monde ne veut pas devenir haltérophile, athlète de la mémoire ou du calcul mental. Car ces précisions en matière d'ergonomie cérébrale sont largement acquises, très peu innées, et elles relèvent souvent d'une pratique à la fois acharnée et inspirée. Notre cerveau a des articulations, il y a des mouvements qu'il peut ou ne peut pas faire, il a des limites claires, des empans. L'empan de la main, c'est la distance qui va du bout de notre pouce au bout de notre petit doigt, main ouverte. Il conditionne ce que l'on peut saisir. Mais nous pouvons saisir des objets bien plus gros que notre main s'ils ont une poignée. Les objets de la vie mentale sont d'une nature comparable. Notre cerveau peut soulever des idées plus larges que l'empan de notre conscience, mais il faut qu'elle soit dotée d'une poignée. En psychologie, on appelle affordance la partie d'un objet physique qui est la plus naturellement prise par nos mains. La poignée d'une casserole, par exemple, est son affordance. Eh bien, les idées aussi ont des affordances, et le bon professeur sait munir les notions abstraites d'une poignée intellectuelle simple. Ça aussi, c'est de la neuroergonomie. On dit souvent que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. C'est un mythe, et c'est même un non-sens évolutif. Que signifient ces 10%? Sont-ils 10% de sa masse? De son énergie consommée? De son nombre de cellules? Notre cerveau a été optimisé par l'évolution. Des centaines de millions d'humains et d'hominidés sont morts dans son affûtage, et même s'il est remarquablement flexible, plastique et adaptable, il n'y a pas grand-chose à jeter dedans. 10%, ce n'est pas faux, mais ça ne veut rien dire. Que signifierait une phrase comme « Nous n'utilisons que 10% de nos mains » ou « Tu n'as utilisé que 10% de ce stylo ». Ces 10% de cerveau ont attiré notre attention parce que nous sommes conditionnés à réagir aux chiffres, aux notes, aux pourcentages. C'est ce que l'auteur René Guénon a appelé « le règne de la quantité ». Nous sommes incapables d'évaluer réellement la qualité des choses, alors nous nous conditionnons à ne voir que des quantités, des notes, même quand elles sont fausses ou hors sujet. Ce qui est vrai, cependant, c'est que nous n'utilisons pas tout le potentiel de notre cerveau, de même que nous n'utilisons pas tout le potentiel de nos mains. Diriger une symphonie, peindre un chef-d'œuvre, façonner un violon, briser un parpaing. Tout cela fait partie des ressources de nos mains, mais ceux qui réaliseront ne serait-ce qu'une seule de ces prouesses dans leur vie doivent se trouver dans la proportion d'1 sur 100 000 à l'échelle mondiale. De même, nous n'utilisons qu'une maigre partie du potentiel de notre cerveau. Le Massachusetts Institute of Technology s'est donné pour devise « l'esprit et la main ». D'une certaine manière, cette métaphore signifie que nous sous-employons notre esprit. Si nous contemplons le chemin parcouru par l'usage de nos mains, du biface au piano, nous pouvons imaginer les horizons insoupçonnés que recèle la maîtrise fine de nos mouvements, ce que nous appelons la kinésphère. Il en est de même pour notre vie mentale. Sans doute les interfaces du futur feront-elles dialoguer subtilement les potentiels de notre vie physique et de notre vie mentale, parce que les deux sont entrelacés aussi bien par leur évolution commune que par leur mise en œuvre. Le neurone, en effet, est apparu dans l'évolution pour prendre le contrôle d'un mouvement de la vie physique. Ce n'est que plus tard qu'il a pris le contrôle d'un mouvement de la vie mentale. Le potentiel de précision de nos mains, dans cette gestuelle fine qui produit aussi bien un Giant Steps de John Coltrane qu'un Paradis du Tintoret, pourrait demain piloter des instruments beaucoup plus subtils et nuancés qu'un piano forte, aussi bien pour guider des astronefs que pour réaliser des opérations chirurgicales. L'instrument, qu'il soit de musique ou d'autre chose, est un isthme sacré entre notre vie physique et notre vie mentale. Et dans l'art d'explorer cet isthme, il nous reste un chemin immense à parcourir. Tout prodige, je fais partie de ceux qui pensent que nous pourrions tous être des prodiges. Le problème ne vient pas de nos capacités, mais de notre définition du terme « prodige », qui est au fond très puérile. Prenons le quotient intellectuel, QI, qui procède typiquement du règne de la quantité, diagnostiqué par René Guénon. À l'origine, il relève du facteur G, développé par le psychologue anglais Charles Spearman. En 1904, ce dernier découvrit une corrélation significative entre les performances scolaires à travers les disciplines. Un enfant qui excelle en anglais a, par exemple, plus de chances d'exceller en mathématiques, de sorte qu'il y a fréquemment des premiers de la classe, excellents dans toutes les disciplines. Constatant cela, Spearman voulut trouver le dénominateur commun à cette excellence scolaire, et il le nomma
Facteur G, pour général. La notion de quotient intellectuel était en gestation. On ne peut dissocier les découvertes de Spearman de la tendance générale à l'eugénisme et à l'hygiène sociale qui prévalait à l'époque. Les mesures de l'intelligence ont, en effet, été popularisées par l'eugéniste Galton, qui avait établi une échelle pseudo-scientifique aux capacités intellectuelles des peuples et justifiait ainsi, entre autres, la colonisation. Or ce que Spearman observait, c'était une forte corrélation dans la nature intellectuelle des épreuves scolaires, rien de plus. Ce qu'un élève doit mobiliser pour avoir une bonne note en anglais n'est pas très loin de ce qu'il doit mobiliser pour en avoir une aussi bonne en mathématiques. En aucun cas l'école ne capture toute la vie, c'est la vie qui contient l'école, pas l'inverse. De même, l'école ne capture pas l'humanité, et le facteur G encore moins. S'il vient souligner un aspect petit et reproductible de l'intelligence, il serait pseudo-scientifique de dire qu'il saisit l'excellence, même cognitive. Le facteur G est à l'intelligence ce que l'ombre est à la tête humaine. Il porte de la connaissance, c'est-à-dire de l'information, réplicable, mais il en porte très peu, et il faudrait être ignorant ou arrogant pour l'assimiler à ce phénomène multidimensionnel qu'est l'intelligence, et que seule la vie est à même de juger. Sélectionner des gens selon le facteur G dans la vie mentale, ce serait comme sélectionner des gens selon leur taille dans la vie physique. Cela a du sens pour certaines épreuves. Mais une personne de petite taille n'est pas exclue par principe de la pratique du basket, ou une personne lourde intrinsèquement inapte à l'équitation. J'aime aussi me rappeler que, pendant plus de 10 ans, le chef mafieux Vincent Gigante, surnommé The Chin, parvint à convaincre de sa faiblesse intellectuelle des dizaines de psychiatres, parmi les plus brillants et les plus respectés, alors qu'il est considéré comme le plus puissant parrain de New York dans les années 1980. La religion du facteur G n'est qu'elle-même qu'un culte dans la grande religion de la quantité impitoyable avec ses hérétiques, d'ailleurs. Or s'il existait un dénominateur commun physique à la réussite scolaire, si la taille ou la couleur des yeux se corrélait à la réussite scolaire, n'importe quel humain sensé en viendrait à la conclusion que c'est l'école qui est mauvaise, puisqu'elle ne respecte pas la diversité physique, un bien en soi, car généré par la nature après une longue sélection. Alors pourquoi ce que nous appliquons de bon sens à la vie physique, refusons-nous de l'appliquer à la vie mentale? Très souvent, le bon sens qui prévaut dans notre appréciation de la vie physique reste à construire dans la vie mentale, parce que si nous voyons nos mains, nos mouvements en action, nous ne voyons pas notre cerveau, notre esprit, fonctionner. Si le facteur G suffisait à prédire à tous les coups les performances scolaires, cela voudrait dire qu'une mesure nométrique serait capable de capturer toute l'école. Ce serait une mauvaise nouvelle pour l'école, pas pour notre esprit. De même que réduire le succès scolaire à la taille ou à la couleur des yeux montrerait toute la faiblesse, non pas des humains aux yeux noirs ou de petite taille, mais de l'école qui prétend les comprendre et les noter. Comme l'ombre d'un corps, le facteur G est reproductible. Sa mesure tend à demeurer la même sur une bonne portion de la vie d'un individu, il est assez bien héritable. Cependant, si la longueur des ailes d'un oiseau demeure constante à l'âge adulte et est aussi bien héritable, elle ne suffit pas à capturer le vol de tous les oiseaux et la nature ne l'a pas sélectionné chez toutes les espèces. Le phénomène de l'intelligence humaine est une chose bien plus complexe, subtile et diversifiée qu'une mesure unidimensionnelle. Cependant, nous aimons forcer la réalité à se conformer à nos mesures plutôt qu'étendre nos mesures à la réalité. Si le facteur G se corrèle facilement aux notes, aux performances académiques et au salaire, c'est le fait d'une tautologie sociale. Notre école et la portion limitée de notre société qui est basée sur les résultats scolaires sélectionnent assez bien les gens sur ce facteur. Mais le simple fait que des humains au facteur G moins éminent aient survécu 200 000 ans démontre que la nature, elle, ne nous a pas sélectionnés sur ce principe. La nature est bien plus sophistiquée que nos modes de sélection rudimentaires, politiquement biaisés et intellectuellement naïfs. Alors, qu'est-ce qu'un prodige? On peut être un prodige sans avoir un facteur G supérieur à la moyenne, c'est une certitude. On peut également être un grand compositeur en étant devenu presque sourd, ce fut le cas de Beethoven, un des plus grands généraux de tous les temps en ayant des performances moyennes aux académies militaires et en ayant eu les plus grandes difficultés à apprendre à lire, ce fut le cas de Patton. Quant au général Giap, qui mit en échec les armées les plus entraînées du monde pendant la guerre du Vietnam, et les esprits les plus émoulus des académies de son temps, il n'avait reçu aucune éducation militaire formelle. C'est ça, la réalité, qu'elle entre ou non dans les cases de nos préjugés. Là où Bernard Law Montgomery était un élève moyen, le désastreux et bien nommé Maurice Gamelin sortit major de Saint-Cyr, en 1893.
J'ai appris cette leçon d'un grand policier et diplomate français. Ce sont les circonstances qui font les héros, leur formation seule n'est pas déterminante. Si ce principe devait être vérifié, cela signifierait que nos techniques de sélection ne sont que de pâles copies de celles qui prévalent dans la vraie vie, qui est à la fois plus ancienne, plus vaste et plus diversifiée que la vie notée, dont fait partie la vie scolaire. La vie notée est à la vraie vie ce que le cheval de bois est au vrai cheval. Vous pouvez avoir échoué à une multitude d'examens sur cheval de bois et exceller sur un vrai cheval par la suite, laissant loin derrière vous les premiers de la classe. Or, dans la société que nous créons, celui qui excelle sur un cheval véritable sans être passé par le cheval de bois, on le traite d'imposteur ou d'arriviste. L'humain est ainsi fait, mais ce bizutage est le réflexe des faibles d'esprit. Si votre vie entière repose sur un cheval de bois, il vous sera plus facile d'affirmer que le cheval véritable n'est qu'une légende. On nous a fait croire que la vraie vie, professionnelle, scientifique, ne pouvait plus exister sans la vie notée. C'est pourquoi un scientifique doit passer son temps à surveiller sa note dans les classements de citations, sans quoi il n'existe pas. Pour avoir voulu très tôt libérer ma vie mentale de la vie notée, j'ai appris une sagesse essentielle. La vie réelle peut contenir la vie notée ne peut pas contenir la vie réelle. La première est plus ancienne, plus vénérable, plus vraie et plus noble que l'autre, qui a fait sur elle un coup d'État. Quiconque critique ce coup d'État s'expose à des punitions redoutables, car le système par lequel la vie notée a décapité la vie réelle et s'est couronnée à sa place possède tous les attributs d'une religion sadique, avec ses prêtres, son inquisition et ses expiations. Sous la Troisième République, l'école française enseignait la nage au tabouret. On utilisait pour apprendre des machines, des appareils, sans jamais aller dans l'eau. Imaginez que l'on établisse un système de permis de nage, avec épreuves théoriques et mécaniques obligatoires. Imaginez un moniteur de ce permis rencontrant un enfant d'Amazonie ou des Caraïbes qui aurait, lui, appris à nager en se jetant à l'eau. Comment réagirait cet homme ? Il passerait par toutes les étapes de la dissonance cognitive et chercherait probablement une explication fantaisiste pour maintenir le système de pensée sur lequel il a bâti toute sa vie. Son explication se trouverait quelque part entre « cet enfant est un cas particulier »,« cet enfant a été formé à la nage sur un tabouret mais il nous le cache » et « cet enfant n'existe pas ». C'est une déformation professionnelle bien connue des scientifiques. Si je l'ignore, ça n'existe pas, et si ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Si vous limitez votre vie à la vie notée, vous n'aurez pas de vie, vous aurez vendu un cheval véritable pour acheter un cheval de bois. Pire, ce cheval de bois, vous le transmettrez à vos enfants. L'homme noté est inférieur à l'homme tout court. Héritage de la pensée eugénique, nous avons cru que l'Übermensch, le surhomme de Nietzsche se trouvait dans l'homme noté, alors qu'il se trouve justement dans l'homme libéré de la vie notée. Homo sapiens sapiens est supérieur à Homo estimatus. Et parce que « estimer » nous semble flatteur, nous avons oublié qu'il est avant tout une aliénation. C'est l'esclave qu'on estime, avant de l'acheter ou de le vendre. Le sage Pierre Rabhi l'a si bien compris qu'il a brisé les manuels de son temps. Il savait que c'était au manuel de se mettre au service de l'homme et non à l'homme de se soumettre au manuel. À la conférence TEDx Paris de 2011, il a posé la question suivante. Y a-t-il une vie avant la mort ? Ces mots, limpides, sont réservés à ceux qui ont fait l'épreuve de la vie réelle. Et puis, la grande proclamation de la modernité, c'était que le progrès allait en quelque sorte libérer l'être humain. Mais moi, quand je prenais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je trouvais une série d'incarcérations, à tort ou à raison. De la maternelle à l'université, on est enfermé, on appelle ça un « bahut ». Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va, en boîte, bien sûr dans sa caisse, bien entendu. Et puis vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà pourquoi je me pose la question, existe-t-il une vie avant la mort ? Autrefois, nous existions par nous-mêmes, pas par notre fonction. Mais les structures tribales se solidifiant et s'amplifiant avec l'urbanisation, la fonction a pris le pas sur l'être. Je ne crois pas que Shakespeare, pourtant, ait affirmé un jour « faire ou ne pas faire, telle est la question ». Pierre Rabhi a raison. Nous avons créé une grande diversité de boîtes, mentales, culturelles ou physiques, dans lesquelles nous avons pris l'habitude de nous enfermer systématiquement. Cet enfermement est une telle condition de notre vie,
que bien souvent nous ne pensons pas à nous définir autrement que par la boîte où nous nous sommes rangés. Notre cerveau est effectivement soumis à une succession d'incarcérations, que nous finissons par intégrer dans nos schémas de pensée. Car penser dans un schéma est plus rapide à long terme que de penser en dehors, de sorte que le schéma est à la pensée ce que l'industrie est à l'agriculture, un outil, mais aussi une limitation, une standardisation, un conditionnement et un appauvrissement intrinsèque du goût et de la diversité. Donc de l'adaptabilité. Au milieu du XIXe siècle, une gigantesque famine a frappé l'Irlande. Quasiment toutes les patates du pays étaient alors issues d'un même clonage. Lorsque le mildiou les a attaquées, cette absence de diversité a rayé la production de la carte, plongeant le pays dans la crise la plus tragique de son histoire contemporaine. Si l'appauvrissement de la biodiversité peut nous ruiner en quelques jours, il en va de même pour l'appauvrissement de la diversité mentale, à laquelle notre éducation a contribué elle aussi. Notre éducation est à notre cerveau ce que l'agriculture industrielle est aux plantations. Appauvrir la biodiversité nous ruine, appauvrir la nous-diversité nous ruine plus encore. Même Bill Gates, qui n'a pas échappé à la vie notée, puisque dans nos sociétés la fortune est la note la plus respectée, avouait un jour : j'ai échoué à mes examens. J'ai un ami, par contre, qui a réussi tous ses examens à Harvard. Lui, il est ingénieur chez Microsoft. Moi, je suis fondateur de Microsoft. Moralité, l'échec est un diplôme, et il y a un univers entier, incluant l'entrepreneuriat, que la vie ferme à ceux qui n'ont pas ce diplôme-là. Les mentalités évoluent cependant. Johannes Haushofer, éminent professeur de Princeton, a tout récemment publié le CV de ses erreurs. La vie est une grande leçon que tu méprises, disait Richard Francis Burton dans son plus grand poème, Savoir que tout ce que nous savons n'est rien. Burton, qui vécut au XIXe siècle, parla couramment 29 langues et dialectes au cours de sa vie, dont un arabe tellement impeccable qu'il effectua le pèlerinage à la Mecque déguisé, pensant, rêvant, soliloquant en arabe. Jeune, il s'exclut lui-même des chemins de l'excellence administrative en commençant par quitter Oxford dans l'expression flamboyante de sa forte personnalité, celle-là même qui lui vaut d'être connu aujourd'hui, quand des milliers de ses pairs, bien plus haut placés dans la bureaucratie, ont quitté nos mémoires. Je me suis intéressé aux prodiges, aussi bien scientifiquement que personnellement, et s'il y a une chose que j'ai apprise d'eux, c'est qu'ils combinent une pratique passionnée et une tendance forte à ne pas rester à leur place. L'école commençant précisément par l'art de rester à sa place, il est normal qu'elle dissuade les prodiges, ou ne sélectionne parmi eux que ceux qui supportent son joug. Or, à quiconque voudrait exceller, je donne le même conseil, aussi bien intellectuellement qu'économiquement, ne jamais rester à sa place. Si ce conseil devait être vérifié, on comprendrait sans doute pourquoi les nations dont la culture tend à garder les gens à leur place risquent de brider l'excellence humaine. Un autre phénomène que j'ai pu également observer, ceux qui sont sagement restés à leur place ont tendance à détester passionnément ceux qui ne l'ont pas fait. On ne peut pas leur en vouloir, leur confrontation avec les mavericks est psychologiquement insupportable parce qu'elle les renvoie à un choix décidé d'avance. Admettre qu'ils auraient pu, ou dû, quitter le troupeau des gens marqués au fer. Mais si vous ajoutez à ce syndrome la douleur de la marque au fer rouge, vous comprenez mieux encore la haine des gens marqués envers ceux qui ne le sont pas. De cette observation, j'ai tiré un grand respect pour ces mavericks et ces nègres marrons qui ne restent jamais à leur place. Notre monde postmoderne, en crise, a besoin d'eux. Une tendance notable chez les prodiges, et qu'a bien relevé le psychologue K. Anders Ericsson, c'est la pratique délibérée. Le prodige ne pratique pas parce qu'on le lui demande, mais parce qu'il adore ça. Léonard de Vinci affirmait que l'amour est la source de toute connaissance. Le prodige, en effet, travaille par amour. Il ne travaille pas pour une note, pour un prix, ou pour la reconnaissance de ses pairs, il le fait pour lui, par désir inconditionnel de ce qu'il produit. C'est là que se situent les Léonard, les Spol-Cohen, ce prodige mathématique qui démontra que l'hypothèse du continu, un problème sublime, ne pouvait être tranché dans la théorie ZFC des ensembles, et qui se refusait à faire une revue bibliographique avant de travailler, ou encore les Grigori Perelman, génial démonstrateur de la conjecture de Poincaré qui refusa de soumettre son travail aux revues étriquées de ses pairs et rejeta aussi bien la médaille Fields que le million de dollars qui lui revenait au titre du prix Clay. Là encore se situait Nikola Tesla, le Léonard du XXe siècle, qui avait des décennies d'avance sur ses pairs et ne travaillait ni ne pensait comme eux. Là encore se situerait Emily Dickinson et tant d'autres. Nous reviendrons à cette notion de pratique délibérée, car elle est essentielle pour comprendre la notion d'expertise et, au-delà,
celle de génie. Reprenons le cas de Nelson Dellis, un des plus incroyables athlètes de la mémoire aujourd'hui. Cet homme n'est pas né avec une disposition particulière pour la mémorisation. C'est la contemplation du déclin cognitif de sa grand-mère, souffrant de la maladie d'Alzheimer, qui a déclenché sa passion pour la mémorologie. Né en 1984, il a concouru pour la première fois en 2009, et battu par la suite des athlètes dont les pairs pouvaient confirmer la prédisposition naturelle à la mémorisation. La leçon de Dellis, c'est que la pratique délibérée, même relativement tardive, peut surpasser les facilités. Cliquez sur « I » en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.